Après un long voyage, au gré du vent et des flots, une bouteille confiée à la mer il y a bien longtemps s'est échouée sur le rivage cannelé. Enfouie dans le sable, comme un secret bien gardé, elle renferme l'histoire d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Chapitre 9. La grande histoire de Tordu. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureuse de vous retrouver, très chère, déclara la duchesse, en serrant Alice avec empressement, comme elle s'en allait bras dessus, bras dessous. Enchantée de la voir dans de si bonnes dispositions, Alice se dit que, quand elles avaient fait connaissance dans la cuisine, c'était sans doute le poivre qui lui avait donné mauvais caractère. Quand je serai duchesse, pensa-t-elle sans trop y croire, je n'aurai absolument pas de poivre dans ma cuisine. On s'en passe très bien dans la soupe. C'est peut-être le poivre qui donne du piquant aux gens, le vinaigre qui en fait des aigris, le thé vert qui les rend amers, et le sucre d'orge qui adoucit les enfants. Si les gens en avaient conscience, ils ne seraient pas si soupolés. Elle en avait complètement oublié la duchesse. Ravie d'avoir découvert cette nouvelle règle, elle sursauta lorsqu'elle entendit une voix près de son oreille. « Vous pensez, très chère, cela vous empêche de parler ?» dit la duchesse. « Je ne connais pas la morale de cette histoire, mais je m'en souviendrai très vite. »« Peut-être qu'il n'y en a pas, » osa Alice. « Tut, 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 mon enfant, » dit la duchesse, en se serrant très fort contre Alice. « Tout a une morale. Il suffit de la trouver. » Alice n'aimait pas rester si près de cette dame. D'abord, parce que la duchesse était vraiment très laide. Ensuite, parce qu'elle avait juste la bonne taille pour poser son menton sur l'épaule d'Alice et que le dit menton était extrêmement pointu, ce qui était pour le moins inconfortable. Cependant, Alice était bien élevée, et donc elle supporta cet inconvénient comme elle put. « La partie prend meilleure tournure à présent, » dit-elle, afin de faire la conversation. « En effet, » répondit la duchesse, « et la morale de l'histoire, c'est que... Oh, c'est l'amour, oui, c'est l'amour qui fait tourner le monde. » « J'ai entendu dire, » murmura Alice, « que c'est quand tout un chacun s'occupe de ce qui le regarde. » « Cela revient plus ou moins au même, » dit la duchesse, en enfonçant son menton pointu dans l'épaule d'Alice. « Et voici la morale de cette histoire. Prenons soin du sens, et les sons prendront soin d'eux-mêmes. » « Comme elle aime trouver une morale à toute chose, » songea Alice. « J'imagine que vous vous demandez pourquoi je ne passe pas mon bras autour de votre taille, » reprit la duchesse après une pause. « La raison en est que je crains que votre flamant rose ait mauvais caractère. Tenterai-je l'expérience ? » « Il est tout à fait capable de vous piquer du bec, » répondit prudemment Alice, que cette perspective n'enchantait guère. « C'est très vrai, » répliqua la duchesse. « Les flamants roses sont comme la moutarde, ils piquent. Et la morale de l'histoire est la suivante, tel plumage, tel ramage. »« Sauf que la moutarde n'a ni plume, ni rame, » objecta Alice. « Vous avez raison, une fois de plus. Avec quelle clarté vous présentez les choses. »« C'est un fruit, je crois, » compléta Alice. « Bien sûr, » s'exclama la duchesse, qui semblait prête à acquiescer à tout ce qu'Alice disait. « Il ne se récolte que certains mois de l'année. Et la morale de l'histoire, c'est que plus il y a de moi, moins il y a de toi. »« Oh non, je sais !» s'écria Alice, qui n'avait pas entendu la dernière phrase. « C'est un légume. Ça n'y ressemble pas, mais c'en est un. » « Je suis tout à fait de votre avis, » reprit la duchesse. « Et la morale de l'histoire, c'est soit ce que tu voudrais paraître, ou, pour le poser plus simplement, ne t'imagine jamais ne pas être différent ou différente de ce qu'il pourrait sembler à d'autres que tu es ou que tu pourrais paraître, être ou ne pas être, car c'est bien là la question. » « Je crois que je comprendrais mieux si je le voyais par écrit, » dit Alice très poliment. «
mais là, je n'arrive pas à vous suivre. » « Je pourrais développer cela bien davantage, si je le voulais, » répliqua la duchesse aux anges. « Je vous en prie, ne prenez pas cette peine, » dit Alice. « Oh, ne me parlez pas de la peine, je vous fais don de tout ceci avec grâce. » « Voilà un cadeau qui ne lui coûte pas très cher, » se dit Alice. « Je n'en voudrais pas pour mon anniversaire. » Mais elle se garda bien d'exprimer cette idée à voix haute. « Vous voilà qui pensez à nouveau ?» demanda la duchesse, en enfonçant son menton pointu dans l'épaule d'Alice. « J'ai le droit de penser, » répondit Alice, piquée au vif. « Vous en avez autant le droit, » commença la duchesse, « que les poules d'avoir des dents, et la morale… » À la grande surprise d'Alice, la duchesse s'interrompit, ravalant son mot préféré, et le bras qu'elle avait passé sous le sien se mit à trembler. De surprise, Alice leva les yeux et découvrit la reine, outrée, les yeux noirs comme l'orage. « Belle journée, n'est-il pas, Majesté ?» murmura faiblement la duchesse. « Vous, là ! Dernier avertissement !» tonna la reine en tapant du pied. « C'est vous ou votre tête qui doit disparaître. Que l'un ou l'autre prenne la poudre d'escampette. Allez, choisissez !» Obtempérant en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la duchesse s'évanouit dans la nature. « Reprenons notre jeu, » dit la reine à Alice qui, trop effrayée pour ajouter quoi que ce soit, la suivit lentement jusqu'au terrain de croquet. Profitant de l'absence de la reine, les autres invités se prélassaient à l'ombre, mais dès qu'ils l'aperçurent, ils rejoignirent leur place dans la précipitation, la reine s'étant contentée de lâcher incidemment qu'une seule seconde de retard leur coûterait la vie. Tout au long de la partie, la reine ne cessa de se chamailler avec les autres joueurs et de crier « Qu'on lui coupe la tête! Qu'on lui coupe la tête !» Ceux qu'elle condamnait ainsi à mort étaient emmenés en prison par les soldats qui, bien sûr, devaient pour cela abandonner leur poste, de sorte qu'après environ une demi-heure, il n'y avait plus d'arceaux ni plus aucun joueur non plus, hormis le roi, la reine et Alice. À bout de souffle, la reine abandonna la partie et demanda à Alice « Avez-vous déjà rencontré Tordu ?»« Non, » répondit Alice, « je ne sais même pas qui c'est. » « Eh bien, c'est la tortue qui a perdu son thé pour en faire une infusion. »« Je n'ai jamais rien entendu de tel, » répondit Alice. « Venez alors, Tordu va vous raconter toute l'histoire, » annonça la reine. Comme la reine et Alice quittaient le terrain de croquet, le roi dit très bas, mais à la cantonade, « Vous êtes tous graciés !» « Ah, voilà une bonne nouvelle !» songea Alice, car le nombre d'exécutions que la reine avait ordonnées l'avait fort affectée. Très vite, elles arrivèrent à hauteur d'un griffon qui somnolait au soleil. « Debout, paresseux !» s'écria la reine, « et conduisez cette jeune personne auprès de Tordu pour qu'il lui raconte toute l'histoire. Pour ma part, je dois m'esquiver. Je me dois d'assister aux exécutions que j'ai ordonnées. » La reine s'éloigna, laissant Alice seule avec le griffon. Alice n'aimait pas l'aspect de cet animal, mais en même temps, elle se dit qu'il ne devait pas être plus dangereux que la reine, qui s'était avérée d'une terrible sauvagerie. Aussi décida-t-elle d'attendre. Le griffon s'assit, se frotta les yeux et suivit la reine du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Il gloussa. « Laissez-moi rire, » dit-il enfin. « Comment ça ?» demanda Alice. « Pourquoi avez-vous envie de rire ?»« Elle, alors, c'est dans sa tête. Il ne décapite jamais personne, vous savez. Allez, venez. » « On ne m'a jamais donné autant d'ordre de toute ma vie, » songea Alice, tandis qu'elle suivait la créature. « Jamais. » Ils avaient à peine fait quelques pas que déjà ils virent Tordu, au loin, assis, triste et solitaire, au bord d'un rocher. En s'approchant, Alice l'entendit soupirer, comme s'il avait le cœur brisé. Elle eut profondément pitié de lui. « Pourquoi est-il si triste ?» demanda-t-elle à Griffon. La créature lui fit pratiquement la même réponse qu'à propos de la reine. « C'est dans son imagination.
Il n'est absolument pas triste, vous savez. Allez, venez. » Ils arrivèrent ainsi à hauteur de Tordu, lequel posa sur eux des yeux gonflés de larmes, mais demeura silencieux. « Cette jeune personne voudrait connaître toute l'histoire, » dit Griffon. « Eh bien, je vais la lui raconter, » répondit Tordu, d'une voix caverneuse. « Asseyez-vous tous les deux, et ne pipez mot jusqu'à ce que j'aie fini. » Ils prirent place, et personne, donc, ne pipa mot pendant de longues minutes. « Je ne vois pas comment il pourrait jamais finir s'il ne commence pas, » songea Alice, mais elle attendit patiemment. « Il y a très longtemps, » commença enfin Tordu, « j'étais une vraie tortue. » Il ménagea ensuite un très long silence, seulement interrompu par ses sanglots perpétuels et par l'une ou l'autre exclamation de Griffon, quelque chose comme « Chut !» Alice brûlait de se lever et de dire « Merci, monsieur, pour votre histoire très intéressante. » Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que la suite allait immanquablement venir. Alors, elle patienta en silence. Quand nous étions petits, reprit enfin Tordu, plus calmement, même s'il continuait à pleurnicher, nous allions à l'école au fond de la mer. Le maître était une tortue encore très alerte, malgré son âge canonique. On l'appelait tous Dortu. « Pourquoi l'appeliez-vous Dortu, s'il était encore très alerte ?» demanda Alice. « Parce que nous avions l'habitude de bâiller aux corneilles, et qu'il nous demandait sans cesse « Dortu ?» Vraiment, essayez de suivre un peu, ajouta Tordu, en s'énervant. Vous devriez avoir honte de poser une question aussi stupide, ajouta Griffon. Les deux animaux s'enfoncèrent dans le silence en fixant la pauvre Alice qui eut envie de rentrer 6 pieds sous terre. Finalement, Griffon dit à Tordu : « Allez, vieux loup de mer, tu ne vas pas y passer toute la journée. » Alors, Tordu reprit son récit. « Oui, on allait à l'école au fond de la mer, même si cela vous paraît incroyable. »« Je n'ai jamais dit que je ne vous croyais pas, » l'interrompit Alice. « Vous venez de le faire, » rétorqua Tordu. « Silence !» ordonna Griffon, avant qu'Alice ne pût ajouter un mot. Tordu poursuivit. « Nous avons eu la meilleure éducation qui soit. Nous allions à l'école tous les jours, figurez-vous. »« Moi aussi, je vais à l'école tous les jours, » intervint Alice. « Il n'y a aucune fierté à tirer de cela. »« Avec des options ?» demanda Tordu, avec une certaine anxiété. « Oui, » dit Alice, « allemand et musique. »« Et piscine ?» demanda Tordu. « Non, » regretta Alice. « Ah, dans ce cas, votre école n'est pas aussi bonne que celle où nous sommes allés, » commenta Tordu, réellement soulagé. « Je ne vois pas à quoi vous servez d'aller à la piscine, puisque votre école se trouvait au fond de la mer, » s'insurgea Alice. « Je n'avais pas les moyens de payer ce cours-là, » dit Tordu en soupirant. « Je ne suivais que les matières principales. »« Et quelles étaient-elles » demanda Alice. « L'acrolette et la pédalecture, bien sûr, pour commencer, » répondit Tordu. « Et puis les différentes branchies de l'arithmétique, la diction, la troussétraction, la cultiplication et l'indécision. »« Je n'ai jamais entendu parler de la cultiplication, » observa Alice. « Qu'est-ce que c'est ?» Griffon leva les pattes au ciel pour marquer sa surprise. « Quoi ? Vous n'avez jamais entendu parler de la cultiplication ? Vous savez ce qu'un culte veut dire, je suppose. »« Oui, » répondit Alice, « cela qualifie quelqu'un qui ne sait rien. »« Eh bien, de là, vous avez le verbe incultiplier et son contraire, cultiplier, ainsi que leur nom dérivé. Si vous ne comprenez pas ça, poursuivit Griffon, c'est que vous êtes vraiment inculte. » Comme elle n'osait pas poser davantage de questions, Alice se tourna vers Tordu et lui demanda : « Qu'avez-vous appris d'autre ?»« Eh bien, il y avait le cours de m'histoire, » répondit Tordu. « M'histoire ancienne et m'histoire contemporaine, bien sûr. Puis, géloglacerie. Ensuite, destin à la coirée et à l'huile de foie de morue. Le professeur de destin était un vieux crabe qui venait 1 fois par semaine et qui nous apprenait à destiner d'après modèle.
Qu'est-ce que c'est ? Demanda Alice. Avec mes rhumatismes, je suis trop raide. Je ne peux pas vous montrer, et Griffon n'a jamais appris. Je n'ai pas eu le temps, commenta Griffon. Au lieu de ça, j'ai fréquenté la chaise de dette ancienne. Le maître était un horrible Bernard l'ermite, un vrai grincheux. Je ne l'ai pas connu, celui-là, intervint Tordu. Il paraît qu'il donnait sapintec classique. Exactement, renchérit Griffon. Tous les deux se prirent la tête dans leurs pattes en se lamentant sur le bon vieux temps. Et combien de cours aviez-vous par jour ? S'empressa de demander Alice pour changer de sujet. 10 le premier jour, expliqua Tordu. 9 le deuxième, etc., etc. Quel étrange horaire, s'exclama Alice. C'est pour cette raison qu'on les appelle des cours, expliqua Griffon, car ils raccourcissent de jour en jour. Alice n'avait jamais pensé à cela, et elle prit le temps de réfléchir un moment avant de poser la question suivante. Alors, le 11e jour était un jour férié ? Mais bien sûr, s'exclama Tordu. Et que faisiez-vous le 12e ? Demanda Alice, brûlant de curiosité. Assez parlé des cours, trancha Griffon, d'un air très décidé. Raconte les jeux, maintenant.